Salut à toutes et à tous, c'est le Fab et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Cette vidéo est la deuxième partie de notre analyse sur la bande originale de Kaamelott premier volet, dont la première partie est sortie la semaine dernière. Pour rappel, nos deux analystes Sakiti et Valkyrie avaient analysé les musiques de Abordage en mer Rouge à la nouvelle table ronde. Nous en avions émis de multiples théories, mais la principale était qu'à ce moment du film, Arthur aurait réuni une armée ainsi que certains de ses anciens chevaliers pour récupérer son trône pris 10 ans auparavant par Lancelot. Alors, quand je dis pris, techniquement, c'est Arthur qui lui a donné le pouvoir. Bon, vu ce qu'il en a fait, il a pas eu un très bon flair sanglier de Cornouailles. Mais enfin bref, vous avez vu la série de toute façon. Ce thème-là, qui est donc celui qui suit, est les jeunes aventuriers. Est-ce qu'on peut y trouver, pareil, encore une fois, on reste sur les questions un petit peu rhétoriques, un thème qui serait apparu, avant? Oui, 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 on a le thème, récurrent qu'on trouve dans la bande originale, ouais. On peut rapprocher la musique de celle d'avant, je pense, Et pourquoi donc? parce qu'on a des alors peut-être pas au niveau de la construction, au niveau des notes, j'ai trouvé des notes similaires, avec la nouvelle table ronde. Ça pourrait peut-être accentuer cette idée de renouveau avec des jeunes aventuriers, donc une nouvelle génération, qui prend la relève. Ce thème pourrait pourquoi pas représenter la première expérience de certains chevaliers, comme les nouveaux que l'on voit autour de la nouvelle table ronde. Comme l'a dit Valkyrie, on décrit aussi les petits pédestres comme jeunes. Seulement voilà, Yvain ne figure pas au casting de ce premier volet, à moins qu'on ne l'ait caché jusque-là, et surtout les petits pédestres ont maintenant 10 ans de plus. Difficile de continuer à dire que ce sont des jeunes aventuriers. Il reste encore un grand nombre de personnages de la genèse arthurienne qui ne sont pas encore apparus dans Kaamelott, et il est probable qu'ainsi on introduise certains dans sa trilogie au cinéma. De plus, le contexte tyrannique dans lequel Lancelot a placé le pays pendant Kaamelott Résistance nous laisse penser que des gens aux quatre coins du pays ont dû se mobiliser pour le retour d'Arthur. Poursuivons avec Léodagan et l'arsenal. Donc, on sait à quel point l'arsenal pour Léodagan c'est quelque chose d'important. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que ce thème est plutôt mélancolique. Ah, je suis assez d'accord, mais pour moi, non, enfin, je suis assez d'accord, c'est bon, le titre, mentionne, l'Arsenal, donc peut-être un lieu de guerre, mais la musique, pas du tout, quoi. J'ai trouvé que c'était plutôt mélancolique aussi, ouais. Et du coup, ce serait un petit peu étrange de penser à une scène d'action sur cette scène. Oui. Au départ, les graves et les aigus s'accordent pour une montée en douceur, gardant un effet très planant, mais à la fois grandiose. Les percus à la fin peuvent ramener justement à l'intrigue. Alors on pourrait penser que c'est le retour de Léodagan. Et les percussions à la fin peuvent vouloir ramener à l'intrigue, à la construction d'un plan, etc. Il est assez évident que ce thème parlera de Léodagan. Toutefois, pendant une interview sur Sud Radio, Lionel Astier avait affirmé qu'il n'avait tourné qu'en Carmélide. On peut donc imaginer que Léodagan sera peu présent dans ce premier opus et qu'en Carmélide. Quant au thème qui serait mélancolique selon nos deux analystes, on pourrait le rattacher au fait que Léodagan soit en colère dans Kaamelott Résistance car démite son armée. L'arsenal est ici dans le titre et évoque d'ailleurs probablement cet événement. La musique suivante se nomme Les Ravins de la Mort. Au moins, ce ne sont pas des mines cette fois-ci. Mais la musique, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'elle se sépare en plusieurs parties. Est-ce que tu as eu cette impression, toi, déjà? Je pense qu'on peut trouver 2 thèmes distincts, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'un événement pourrait séparer ces deux parties-là? Ou est-ce qu'on pourrait penser à une scène d'action? Une scène d'action, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a, 2 sons de cloche qui séparent les 2 thèmes. Pour moi, on a un premier thème qui est assez contemplatif quand même et un deuxième qui l'est aussi, mais j'ai l'impression qu'il est plus grave, qu'il y a une intention, plus grave derrière. Du coup, je sais pas si ça correspondrait à une scène d'action. En tout cas, je pense que ça pourrait être pendant une scène importante, ouais. Très bien. On continue les questions rhétoriques, hein, mais est-ce qu'on y retrouve du coup le fameux thème qu'on a vu auparavant? Eh bien oui. Est-ce qu'on pourrait pas en venir à la conclusion qu'à chaque fois ce sont des héros de la résistance qu'on rencontre, ou du moins plutôt le bon côté, enfin les gentils, hein, si on voulait être tout à fait manichéen, qu'on retrouverait à chaque fois dans ces musiques? Alors, c'est possible, oui. C'est possible que le thème soit associé, aux gentils, du coup. Après, c'est pas un thème, qui m'a semblé apparaître dans Merlin
par exemple, dans la musique qui concerne Merlin, ou dans l'intrigante à bouclette, il me semble pas. C'est peut-être parce que les musiques, ça concerne des personnages importants aussi, et donc ils ont des thèmes bien séparés, mais bon, je sais pas si on peut dire que ça concerne les gentils, quoi. Le thème est fait à partir d'instruments à cordes, violoncelle, même contrebasse, violon. L'effet nostalgique avec les cordes viennent rappeler quand même le thème un peu d'Arthur. Quelques cuivres sont là à l'appui. Et le retour du thème principal de l'intrigue avec le son très héroïque d'Arthur. Et les percus à la fin font une certaine montée, avec une fin qui est assez directe et abrupte. Donc on peut penser à un événement, voilà, à la fin, le face-à-face entre deux personnages, l'arrivée quelque part, mais c'est un événement important. On peut s'attendre peut-être à une péripétie, la traversée d'un ravin possible, une étape en tout cas, dans l'aventure d'Arthur. C'est peut-être ici que le titre de film d'aventure qu'avait donné Astier prendrait tout son sens. On sait qu'Astier utilise une refonte de la méthode Vogler pour structurer ses histoires. Ainsi, il ne serait pas impossible qu'une péripétie survienne ici pour nos héros. Aurait-elle enfin trouvé sa place en allant au geôle? On ne sait pas, on le découvrira qu'au cinéma, mais le thème suivant s'appelle M'évanouis au geôle. Est-ce que la musique t'a permis de comprendre certaines choses ou pas? D'où pourrait être située la scène? Ou est-ce que ça pourrait nous en dire un petit peu plus sur la condition de M'évanouis? J'ai trouvé qu'il y avait... C'était une musique qui avait un thème assez inquiétant, dans le sens où on a des notes abruptes qui sont jouées fortes, plus fortes que d'autres, et qui forcent un peu l'écoute. De... Enfin, bon, c'est assez surprenant. On n'a pas une construction similaire à d'autres musiques quoi, dans la BO. Par contre, au niveau de... Alors, je pense qu'on peut se référer au titre pour la situation de la scène, mais à part ça, voilà. Bon. En tout cas, ça pose la question du contexte, quoi, de cette scène. L'ambiance est très sombre, avec des cuivres qui vont maintenir l'intrigue. Alors on entend quelque chose de particulier, on entend des cloches. Ça peut être les cloches de la mort, qui rappellent le côté des méchants. La dernière cloche, à la fin, avec une grande réverbération, résonne pendant un moment et est laissée dans ce morceau pour résonner. Alors on pourrait penser que M'évanouis s'est faite faire prisonnière par Lancelot, mais qu'au final, Lancelot arrive dans les geôles et voilà, on sent qu'il y a une complicité, peut-être même un début d'alliance avec ces deux personnages euh, qui sont des rivaux plutôt importants d'Arthur, avec M'évanouis qui a eu tout au long des livres une ascension réelle vers le clan des méchants. Donc on peut penser à une alliance. Les multiples images de M'évanouis que nous avons eues nous laissent penser qu'elle s'est tenue loin de son mari pendant ses 10 ans sous terre. On sait que M'évanouis est manipulatrice. Et même si elle semble être en mauvaise posture lorsqu'on la voit se faire menacer avec un poignard par Lancelot, il ne serait pas étonnant qu'elle tente de se rallier à lui. Alors, je propose d'évoquer donc les deux musiques qui suivent un petit peu pareil, parce que donc ce sont donc le talent de Yagu et Collègue l'étrangleur, car voilà, j'ai l'impression qu'on y retrouve le même thème, donc le même thème redondant qu'auparavant, mais repris de manière un peu plus épique. Est-ce qu'on pourrait imaginer du coup que ça accompagne une scène d'action? On a bien le thème récurrent, mais il est bien joué différemment. J'ai trouvé qu'on avait un orchestre beaucoup plus épais et moins fluide que d'habitude dans les autres musiques. Et bah, on a des interruptions de thèmes qui empêchent pas mal l'évolution, je trouve. Donc ça, avec le fait que le rythme change constamment, c'est difficile d'imaginer quoi que ce soit avec ça. Alors pour ces deux thèmes-là, il y a vraiment une volonté de mettre l'accent sur les percussions, sur le côté très combat. On peut s'imaginer sur ces deux morceaux-là, voilà, que les combats vont faire rage entre des personnages et peut-être même voilà, des scènes de perte de certains personnages. On peut même l'imaginer comme ça.
Des percussions en fond et un rythme assez particulier, très entraînant, avec des bâtons qui vont taper, des montées de percussions assez importantes. Euh, et avec ces deux thèmes, nous avons le bâton qui va vraiment taper et rythmer des scènes peut-être de combat. Ces musiques devraient donc accompagner des combats. Nous avons vu jusque-là Perceval et Caradoc combattre dans une image, ainsi que les personnages les combattants faire une embuscade dans le teaser du film. On en conclut que ce sont peut-être eux qu'Arthur et ses chevaliers vont combattre dans cette scène. La musique d'après, c'est donc l'épaule de Sheda. Est-ce qu'on pourrait trouver une ambiance qui colle à ce thème? Alors, je me suis rapidement renseignée aussi et en fait, Cheda, ça correspond, à la mariée au Maroc. C'est un terme qui est utilisé pour qualifier, une femme qui se marie. Donc, on pourrait imaginer, une cérémonie de mariage avec cette musique et donc avec des personnages, qu'on a vus dans la bande d'annonce et au vu du titre, je sais pas si c'est vraiment un mariage heureux, si c'en est un. En tout cas, du coup, ça pourrait expliquer la musique d'après, qui est une musique composée que de cuivre, et donc qui pourrait du coup correspondre à une musique utilisée dans une cérémonie, qui pourrait être utilisée en même temps, enfin pas en même temps, mais dans une scène, dans la même scène que la musique d'avant. Alors on y retrouve le thème de la saison 6, si on écoute bien, avec des cordes qui vont être pas mal en reverb, accompagnées par d'autres cordes et des cuivres. Voilà, les cuivres qui suivent et les cordes ensuite. On peut voilà, rappeler ce thème de la saison 6, donc Rome sans doute, des personnages peut-être liés à Rome. C'est un thème très héroïque, avec des cuivres très importants qui peuvent rappeler un peu le thème médiéval quand on entend un roi se faire couronner, avec le retour à la fin de la cloche de la mort en réverb. On peut s'imaginer dans l'histoire un moment de puissance de Lancelot, peut-être son couronnement. En tout cas, vraiment une scène très médiévale, mais à la fois le côté Lancelot un peu sombre, avec cette cloche de la mort qui ramène ce côté des méchants, justement. Ici, les deux analyses divergent complètement. Nous pourrions admettre avec humilité, et non pas ubiquité, qu'il est impossible de déduire quoi que ce soit avec ces musiques. Mais vu qu'on aime le risque, on va tenter. Mais prenez bien ce que je vais dire là avec des pincettes. Imaginons que, comme l'a dit Sakitia, ces scènes-là présenteraient un mariage. Un sujet d'ailleurs évoqué dans la saison 6 comme l'a fait remarquer Valkyrie. Il pourrait, pourquoi pas, représenter le mariage de Lancelot et Guenièvre. La première chose qui nous fait dire cela est qu'on voit Guenièvre dans une image portant une sorte de couronne. D'autre part, la fin sombre de Robobrawl pourrait souligner que c'est un mariage forcé. En effet, on apprend dans Camelot Résistance, Lancelot aime toujours Guenièvre, et qu'il a d'ailleurs mis des statues à son effigie partout dans le château. Mais cette dernière avait peur de lui et préférait rester en Carmélide. On va rentrer dans des musiques qui envoient du lourd, de chez lourd, avec Excalibur morte. Alors la musique est assez dense, tu nous donneras un petit peu ton aperçu global après, mais déjà il m'a semblé entendre le thème d'Arthur qui est utilisé quand il replante Excalibur dans le rocher dans le livre 5. Oui. En effet. Donc, du coup, ce serait pas complètement erroné d'imaginer quand même qu'il y a un rapport dans cette scène-là. Et est-ce que donc, du coup, tu as pu repenser, enfin, est-ce que tu as pu déduire certaines choses avec d'autres indices musicaux qui seraient mis dans cette musique qui est quand même assez dense? Pour moi, il y a pas vraiment de développement concret comme on peut avoir dans Le Péché de Lancelot, par exemple. Dans cette musique-là, on n'a pas quelque chose qui s'étend de la même manière et on va plutôt se rapprocher d'une complainte, comme dans L'intrigante à bouclette. Des percussions très lourdes seulement, puis le thème des gentils qui revient seulement au milieu, suivi de thèmes graves et tristes, une harpe qui remet un petit peu dans l'intrigue. Mais on a toujours ces percussions qui sont très lourdes, très profondes. On a envie de mettre l'accent sur quelque chose de très lourd. Alors peut-être la perte d'Excalibur peut signifier mais qu'il n'est plus l'élu et qu'il n'arrive plus à la retirer.
Comprenez bien qu'une musique touchant à ce point Excalibur nous interpelle sur cette chaîne. Nous avons eu une image d'Arthur devant l'épée magique avec des personnes qui semblent être ses chevaliers autour de lui. Arthur semble prier, il n'est peut-être plus l'élu des dieux, comme l'a dit Valkyrie. Ce serait tout de même étonnant sachant qu'on a vu une image d'Arthur avec Excalibur. Il ne la tient pas vraiment dans ses mains. Peut-être que c'est un photomontage. Ou alors peut-être qu'Arthur arrivera à retirer l'épée, prouvant qu'il en est toujours digne. Nous en reparlerons dans les musiques suivantes. La musique suivante s'appelle Arthur et les musiciens. Et si je ne me trompe pas, cette musique, elle est jouée par des instruments d'époque, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et Alexandre Astier, il nous avait dit qu'il y aurait donc une musique qui, dans le film, serait jouée par justement les personnages dans le film. Est-ce que, du coup, au vu du titre, au vu du fait que ce sont des instruments d'époque, tout n'indiquerait pas que c'est cette fameuse musique-là? Alors, c'est fort probable que ce soit cette musique-là, mais je me demande si ça pourrait pas être aussi Furaja qui serait joué dans le film, vu qu'on retrouve un instrument aussi typiquement oriental, donc qui pourrait être un morceau qui pourrait être joué par un des personnages de la bande-annonce. Mais en tout cas, s'il y a une musique qui doit être jouée dans le film, c'est l'une des deux pour moi. Enfin, ça peut pas être, ça va pas être autre chose, quoi. Alors, dans ce morceau-là, on entend des tambours avec des clochettes, on entend des cordes, donc on peut s'imaginer peut-être des guitares d'époque, ou en tout cas instruments à cordes d'époque. Ça rappelle un petit peu le moment où Arthur cherchait ses enfants et il tombe sur une troupe de saltimbanques. Donc on peut s'imaginer qu'il retrouve voilà, ces musiciens, des comédiens, voilà, et ça rappelle un petit peu ce thème d'époque avec ces troubadours qui se baladeraient et qui rencontreraient justement Arthur. Le parallèle fait avec la fameuse scène du théâtre fantôme dans le livre 5 pourrait être pertinent. On peut imaginer qu'après l'échec d'Arthur au rocher, une scène onirique, pourquoi pas fomentée par Méléagant, pourrait arriver à décourager Arthur. Continuons, j'ai envie de dire, dans la complainte avec La Martyre. La musique, elle semble changer d'ambiance, en tout cas, je crois, à plusieurs reprises. Est-ce que tu as fait le même constat? Alors oui, j'ai fait ce constat. J'ai aussi remarqué que on avait possiblement un retour du canon, du coup, de l'instrument qu'on a dans Foraja. Et donc, en faisant ce lien-là d'instruments orientaux et de termes, par exemple, en fait, j'ai relié cette musique à l'épaule de Sheda. Donc, pour moi, la martyre, ça pourrait correspondre à la fameuse mariée qu'on aurait dans l'épaule de Sheda. Alors il y a un début avec une mandoline seule qui met un lourd suspense. Il y a un son très asiatique avec un thème totalement différent, totalement nouveau, accompagné par des graves. Ça donne un effet un peu magique. Des percussions saccadées qui montent petit à petit pour enfoncer l'intrigue et faire avancer l'histoire. Le thème est toujours très sombre. Tabler sur l'identité de la martyre serait risqué. Pourquoi pas Guenièvre ou un nouveau personnage féminin. Malheureusement, nous ne savons pas bien ce que serait le rôle de ces nouveaux personnages. Peut-être ceux ayant l'air orientaux ou asiatiques dans ce premier volet. Arthur à la tour et un thème qui a donc l'intervention d'un piano et dont la partition a été donnée dans les coffrets collector, donc elle semble un petit peu, en tout cas, importante. Et c'est Alexandre Astier d'ailleurs qui joue au piano. Voilà, petit fun fact qu'on vous donne comme ça, en toute sympathie. Et donc, au vu du titre, je pense à peu près flairer que le thème parlera d'Arthur. Est-ce qu'on peut donc comparer cette musique à d'autres de la série ou même de la bande originale pour établir un lien avec notre souverain Rara? Établir un lien, c'est compliqué d'établir un lien avec d'autres musiques, parce que c'est vraiment une musique qui est à part du fait qu'elle soit jouée au piano. Alors après, on retrouve le thème d'Arthur pour moi. Donc bon, oui, c'est sûr que ça concernera Arthur, mais Et est-ce que du coup l'utilisation d'un seul et unique piano pourrait dévoiler une chose sur cette... justement, pour moi, le fait qu'elle soit jouée au piano par Alexandre Astier, ça en fait vraiment une musique qui est à part et qui se démarque des autres, quoi. Donc je pense que ça va accompagner une scène importante. C'est même sûr, en fait, parce que ça n'a rien à voir avec le reste et c'est trop distinct
pour que ce soit quelque chose de banal. Alors là, c'est l'arrivée du piano qui va jouer de beaux accords, avec justement le thème des gentils, le thème d'Arthur. Un fond vient l'accompagner avec des voix en chœur et une montée petit à petit. Et voilà, à la fin, ce sont les graves du piano qui viennent clôturer ce morceau. La musique nous rappelle évidemment une scène d'Arthur dans le teaser où nous le voyons grimper à une tour. Cette tour pourrait être pourquoi pas le château de Tintagel, où Arthur pourrait tenter de délivrer quelqu'un. Une autre attaque burgonde, puisque visiblement la première n'a pas dû aboutir, et donc la musique suivante, du coup, moi ma question elle est assez simple. Quelles sont les différences par rapport à la première musique? Par quels moyens? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça pourrait témoigner de la narration un petit peu qu'on pourrait donner entre ces deux musiques? Ou est-ce que, au contraire, elles n'ont absolument rien à voir, on se dit mais comment ça se fait qu'elles aient un nom, aussi proche forcément? Pour moi, non, c'est clair que ça ressemble à la première attaque burgonde. Peut-être que la première n'a pas fonctionné effectivement, mais le thème sur la fin se développe un peu plus quand même et on a des instruments à cordes qui sont un peu plus présents. Je pense qu'il faut relier cette musique à celle d'après. Il y a le retour du thème burgonde qu'on a retrouvé sur la première attaque, avec des percus, des cuivres saccadés. Et on retrouve un peu la même physionomie au niveau de ce morceau, avec des percussions qui vont amener le tout, comme à l'autre morceau de la première attaque burgonde. Alors là, toujours pas de précision sur qui se porte cette attaque, mais on peut penser qu'ils se sont ralliés à Arthur et que la première attaque soit dirigée contre Arthur et qu'au final, ils aient bouffé ensemble et que le chef burgonde se soit rallié à la révolte, la révolution en tout cas, d'Arthur. Dans la première partie, nous avions dit qu'on avait une théorie à ce sujet. La voici. Lors de la première attaque burgonde, le roi se serait peut-être trompé de cible, comme les Saxons ou diverses personnes encore. Mais on peut imaginer qu'après cette attaque, Célie, qu'on voit manger avec le roi burgonde dans le teaser, aurait tenté de faire une alliance contre Lancelot et ainsi prêter main forte à Arthur. Désenchevêtrement, qui a servi à faire la promotion de la bande originale du film, qui est donc un petit peu peut-être plus rythmée, c'est ça? Qui fait, que moi j'avais trouvé qu'elle faisait césure avec la précédente, mais toi du coup tu trouves que c'est une continuité? C'est les 2 à la fois, c'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments similaires pour moi, mais on a une construction et un développement qui est différent, effectivement et je me dis que, au vu du titre, et des similitudes, on peut penser que, le désenchevêtrement concerne l'attaque burgonde. D'accord. Alors pour rappel, de vocabulaire, le désenchevêtrement, serait un petit peu une sorte de dénouement. Est-ce que l'utilisation de certains instruments, comme par exemple les bois, pourrait nous faire penser que c'est une scène qui pourrait se passer en forêt? Pourquoi pas? Si je me souviens bien, dans le trailer, on a une scène où on voit, des catapultes et donc peut-être une attaque. Alors ce sont des trébuchets, pour être tout à fait précis. En fait, j'avais plus cette scène en tête, quand j'écoutais, les 2 attaques burgondes donc et il me semble pas que ça se passe dans une forêt. Des percussions fortes, des cordes qui montent petit à petit et des cuivres très saccadés. Là, on a un thème héroïque extrêmement fort, très puissant, avec une montée vraiment qui dépasse tous les autres morceaux. Et là, on peut s'attendre à une vraie reprise de confiance, ce qui explique justement ces fortes montées d'héroïsme de ce morceau-là. On peut vraiment penser que là, Arthur prend le dessus. Peut-être serait-ce la musique qui marquerait le fameux acte héroïque d'Arthur et qui lui permettrait peut-être de défaire Lancelot. La musique suivante est donc Excalibur Noir, une musique au nom équivoque qui nous interloque évidemment car on a déjà eu une autre musique sur Excalibur qui s'appelait Excalibur Morte. Et du coup, est-ce que Saki, tu as pu nous déceler certaines choses sur la construction de la musique et sur ce qu'elle pourrait éventuellement raconter et peut-être pourquoi pas les différences entre Excalibur Morte et celle-ci? Pour moi, on a très nettement 2 parties qui séparent, cette musique et en tout cas, on a quelque chose de très complet au niveau de l'orchestre, quelque chose d'assez puissant même. On a une première partie assez singulière, effectivement
et une deuxième qui est assez différente, avec un orchestre beaucoup plus épais et on a un tempo aussi qui est beaucoup plus vif, voire même un peu pressé. Je sais que moi, quand je l'écoutais, j'avais un petit peu l'impression d'être en danger ou enfin, voilà, d'être dans une situation de danger. D'accord, donc une situation de danger qui du coup nous ferait penser que Arthur serait dedans pour toi ici ou il n'y a pas tellement d'indices qui te fait penser cela, si ce n'est évidemment qu'Excalibur est quand même plus ou moins lié à Arthur. Alors oui, bon, il y a Excalibur qui relie la musique à Arthur, mais à part ça, c'est difficile de s'arrêter sur quelque chose parce qu'on peut s'imaginer plusieurs choses, quoi, à partir de ça, je pense. Donc Arthur serait théoriquement, en tout cas de ce qu'on peut en voir de la musique, moins lié à Excalibur noir qu'il ne l'était à Excalibur morte, parce qu'il y avait son thème dans Excalibur morte. Je pense, ouais. Après, évidemment, s'il y avait Arthur au final dans le film, mais qu'il n'y avait pas son thème là, on t'en veut pas, nous ne sommes pas devins, ce n'est point grave. Ce morceau est très complet. Il y a un fond avec par-dessus du saccadé et une mélodie. Il y a vraiment une harmonie qui se fait avec un thème qui est tout nouveau, qui est différent des autres. On sent qu'il y a une augmentation de puissance forte au milieu qui peut relancer l'intrigue. Donc une première partie qui est découverte de ce qu'est Excalibur Noir, et puis ensuite la puissance de cette Excalibur Noir. Et ensuite on est partagé entre deux sentiments vers la fin de ce morceau, entre la peur puis qui basculerait vers de la sagesse. On pourrait penser qu'Arthur se serait rendu digne des dieux et pourrait à nouveau retirer Excalibur. Peut-être qu'il y aura des obstacles et peut-être qu'aussi Excalibur aura changé. En ne brillant plus ou en brillant noir, signe de mauvais augure. La musique suivante, on en a un petit peu parlé, je sais, en off, si je puis dire. Et à mon avis, on aura des choses assez intéressantes à dire là-dessus. Du coup, je vais te laisser, partir dans ce que tu voulais dire sur ce thème. Alors, là, j'ai noté les paroles qu'on retrouve dans la musique. Est-ce que je les lis ou pas? Alors oui, parce que justement, voilà, c'est une musique qui utilise donc des chœurs, c'est-à-dire que des gens chantent, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, toi, tu as le texte de cette musique. Voilà, j'ai retrouvé le texte. Donc, qui dit: «Juste juge de votre vengeance, faites-moi don de la rémission avant le jour du jugement». De manière très littérale, c'est de ça la traduction. D'accord, car la langue originale est donc du latin. Oui. Très bien. Donc c'est assez intéressant. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu conclus de ça? En fait, ces paroles-là, elles viennent d'un couplet du Dies Irae. Alors Dias Irae qui est très important dans Camelot, le court-métrage pilote qui s'appelait comme ça, et le dernier épisode du livre 6 qui s'appelait comme ça aussi. Et donc le Dies Irae, c'est un chant liturgique, Peut-être rappeler ce qu'est un chant liturgique. un chant chrétien. Alors, c'est un chant qui est utilisé entre autres dans des requiems. C'est un chant qui a un poème, du coup, qui lui est associé et donc dans ce poème, on retrouve, le juste Judex, très mal prononcé encore une fois, qui correspond, bah, au passage qu'on a dans la musique et qui correspond dans la Bible au passage du jour du jugement dernier. Voilà. Donc le Dies Irae, c'est un moment dans le Requiem qui est associé au jour où Dieu montre sa colère et parfois associé aussi au jour de l'Apocalypse. Eh bien donc un registre assez peu joyeux, ma foi. Alors là, c'est un morceau qui est totalement différent des autres. Là, c'est un chœur qui est utilisé. Des voix dramatiques, limite un peu fantastiques, qui peut faire un peu divin. Alors, les paroles sont, je ne parle pas latin, mais peut-être en latin, ou en tout cas un dialecte. Alors, il y a vraiment des chœurs en fond et des voix très travaillées. Alors, ça peut nous faire penser justement au travail qu'il a fait en amont sur les autres livres, avec beaucoup de moments où il y a du chant. euh, Par exemple, Mon petit oiseau sur un oranger ou Dies Irae, où il utilise les cartes, les quintes, où on voit que chaque personnage, par exemple, ils sont trois, ne vont pas jouer la même note, ne vont pas chanter de la même façon. Il y a un vrai travail de la voix, et je pense que
il l'a vraiment mis à fond et exploité jusqu'au bout, l'idée de travailler les voix, qui donne aussi un côté très dramatique et très lourd à ce morceau. On pense donc à un moment très solennel, mélancolique, et peut-être même un lien avec les dieux. Donc un lien peut-être avec la Dame du Lac qui serait repassée euh, euh, chez les dieux, etc. Ou peut-être un lien direct avec le côté divin. La traduction faite par Sakitia pourrait nous ramener à une forme de rédemption demandée. On va ici sur de la grosse théorie, mais on pourrait pourquoi pas imaginer que cette musique accompagne l'enterrement de Lancelot. Ou alors la rédemption de ce dernier qui demanderait pardon pour tout le mal qu'il a fait. Et pour continuer dans cette joie et cette bonne humeur, sûrement l'un des titres qui a fait le plus réagir, La mort, le roi Arthur. L'action est simple, hein. La musique fait-elle penser à quelque chose de funeste ou pas? Est-ce qu'on a l'impression que, bon, disons-le très concrètement, notre Arthur va canner? J'ai pas trouvé que la musique soit si funeste que ça. Par contre, j'ai fait beaucoup de liens avec les 2 musiques qu'on a avant, donc Excalibur Noir et Juste Judex et alors pour moi, on est très loin du danger d'Excalibur Noir et on est très loin de la gravité, de Juste Judex, dans la musique en tout cas. Par contre, j'ai commencé à théoriser du coup, par rapport à ça. Alors, je me suis dit que la fameuse mort du roi Arthur, ça pouvait possiblement, en vue des musiques qu'on a avant, donc une musique qui rappelle le jour du jugement dernier, donc de Dieu, et une musique qui rappelle Excalibur Noir, cette mort, elle pourrait peut-être plutôt concerner du coup Dieu, peut-être concerner la confiance qu'a le Dieu envers Arthur. Et donc à ce moment-là, je me suis demandé si c'était pas impossible que Excalibur Noir, ça corresponde à une musique où on aurait Excalibur possédé par de la magie noire, je sais pas, ou en tout cas Arthur contrôlé par de la magie noire, et du coup qui commettrait une action indigne des dieux, et donc ça pourrait, le jugement dernier correspondrait à un jugement d'Arthur sur ces actions-là. C'est un thème tout nouveau, aussi mélancolique, avec une montée qui se fait en douceur et reprise des percussions qui ramènent à l'intrigue. Alors, à cette montée en douceur, il y a la reprise du thème des gentils qu'on va revoir. Alors, ici, analyse compliquée, vu qu'il n'y a pas de lien, à part peut-être que là, on sera du côté des gentils. Difficile d'en deviner quoi que ce soit comme vous l'aurez compris. Une chose que nous pouvons au moins dire, Arthur ne devrait pas mourir dans ce passage-là du film en vue de l'analyse faite. Et aussi parce qu'il doit faire une trilogie entière le coco. Alexandre Astier n'avait toutefois pas écarté l'idée qu'Arthur puisse mourir un jour dans un des films. Alors, pour rester un petit peu sur cet aspect jugement, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais dans Juge Judex, on a aussi le thème d'Arthur qui revient. Oui, oui, oui. Alors c'est pas flagrant, mais il est là. Alors la musique suivante est Orsa. Alors c'est vrai que musicalement, moi il m'a semblé difficile d'imaginer certaines choses. Peut-être qu'au niveau un petit peu plus sémantique, le Fab pourra nous en dire plus. Mais c'est vrai que d'un point de vue musical, ça me semble peut-être un petit peu difficile d'imaginer quelque chose. Et ce n'est peut-être une ambiance de discussion un petit peu tendue dans la scène, au vu de cordes, n'est-ce pas, qui sont utilisées. Oui. Oui, voilà. Mais est-ce que finalement, toi, tu as pu ou pas déceler d'autres choses? Alors non, pas du tout. J'ai un peu bloqué sur cette musique. Alors là, il y a l'apparition d'une possible guitare, ou en tout cas d'instruments à cordes tels que le oud, avec beaucoup de reverb. Donc un instrument à cordes acoustique avec beaucoup de reverb. C'est un thème tout nouveau, donc on pourrait penser peut-être à l'arrivée d'un nouveau personnage ou peut-être de l'évolution d'un personnage vers quelque chose. En effet, ce nouveau personnage que décrit Valkyrie pourrait bien être Orsa, joué par Sting. Orsa est un personnage important de l'histoire bretonne. Nous voyons Arthur discuter avec lui dans une photo. Il se pourrait qu'Arthur, qui est redevenu roi, tente de négocier avec Sting qui envahit la Bretagne par l'est. Il lui céderait donc un bout de lopin, le royaume de Kent. La musique qui conclura donc ce premier volet est donc prêt pour l'aventure.
C'est beau quand même que nos héros soient à un moment prêts pour l'aventure. Ils l'ont pas été durant 6 saisons, mais au moins à la fin de ce premier volet, visiblement ils le seront. Du coup, on y retrouve, pareil le thème redondant. Est-ce que tu pourrais essayer de l'analyser un petit peu plus en profondeur? Voilà, parce que là, il est quand même réutilisé de manière un petit peu spéciale. Oui, je pense qu'il est utilisé dans toute la musique, c'est-à-dire que déjà il est un petit peu accéléré par rapport aux autres fois et bah, il accompagne, absolument toute l'écoute. J'ai l'impression d'entendre plusieurs thèmes par-dessus qui se superposent un petit peu, en tout cas, bon c'est un petit peu, l'écoute elle est un petit peu compliquée cette musique aussi. Et du coup, voilà, donc pour toi, c'est vraiment une sorte heu, de bombe de fin avec plein de morceaux, qui sont un petit peu réunis dans celui-là, c'est ça? Oui voilà. Donc la musique quand même, elle est assez longue, mais on a quand même sur la fin, quelque chose d'un peu spécial. Il y a un moment où franchement c'est assez sombre. Est-ce que ce moment sombre-là, on sait qu'Alexandre Astier a dit que ça se terminerait sur un cliffhanger. Tu pourrais un petit peu nous l'analyser ou pas? L'annonce du cliffhanger, c'est pas étonnant que ça vienne là-dessus, quoi. Si ça vient là-dessus, ce sera pas étonnant et D'accord, donc pour toi, il y aura un élément surprenant qui viendrait ici? sachant qu'on est, à la fin de la bande originale et que ça se finit sur quelque chose de un ton assez grave, c'est pas impossible, oui. Alors là, on retrouve le thème principal héroïque d'Arthur, avec des montées très héroïques. Ça peut signer donc la fin de ce premier volet, mais on peut imaginer que ça relance totalement l'intrigue, euh, voilà, en lançant peut-être une nouvelle quête, un espoir, et en tout, ou peut-être le début d'une nouvelle aventure, d'un nouvel objectif. Eh bien, merci, Saki de nous avoir un petit peu, en tout cas, éclairé sur l'aspect, musical, voilà, de l'œuvre. Évidemment, ce sont des théories, évidemment, voilà, Saki a fait de son mieux. Je pense honnêtement qu'il y aura des choses vraies, il y a des choses qui sont concrètes, je veux dire la réutilisation de thèmes et cetera. Heu, mais voilà, après évidemment, nous ne sommes pas devins, nous ne connaissons pas Alexandre Astier assez bien pour lui avoir piqué le scénario du film, donc on ne peut pas dire avec exactitude ce qui se passera dans ce premier volet, même si voilà, on essaie d'en dégager une idée, un petit peu plus précise, à l'aide voilà de ces musiques-là. C'est donc la fin de cette analyse sur la bande originale de Camelot premier volet. On espère, de tout cœur, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça nous aiderait énormément et ça nous ferait super plaisir. Aussi, n'hésitez pas à aller voir le site internet, le Twitter, le Discord et maintenant l'Instagram qui est devenu actif. N'hésitez pas non plus à faire le tour de notre chaîne pour voir toutes nos autres vidéos pour toujours plus de Camelot. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!